Vladimir Poutine a réveillé l'idée d'une Europe de la défense. L'invasion de l'Ukraine par la Russie ressuscite un serpent de mer, un vieux débat européen, celui donc de la constitution d'une armée commune. Avec nous pour en parler, le général Jean-Paul Perruche qui est toujours avec nous. Merci encore d'être là. Vous êtes le président d'honneur d'Euro Défense France, notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Et Florent Parmentier, vous êtes avec nous ce soir pour nous éclairer donc Bonsoir. sur les questions de défense et les questions européennes. Alors, notre défense doit franchir une nouvelle étape. Voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron hier lors de son allocution télévisée. Le président français a décidé d'organiser un sommet à Versailles la semaine prochaine, les jeudis et vendredis 10 et 11, le 9 et 10 mars. Regardez. Nous ne pouvons pas dépendre des autres pour nous défendre. Que ce soit sur terre, sur mer, sous la mer, dans les airs, dans l'espace ou le cyberespace. À cet égard, notre défense européenne doit franchir une nouvelle étape. Je réunirai les 10 et 11 mars prochains à Versailles les chefs d'État et de gouvernement européens lors d'un sommet qui aura à décider sur ces sujets. D'ores et déjà, notre Europe a montré unité et détermination. Elle est entrée dans une nouvelle ère. Il nous faut poursuivre. Général Jean-Paul Perruche, nous ne pouvons pas dépendre des autres. Qui sont les autres dans la bouche d'Emmanuel Macron? Les États-Unis ou l'OTAN ou les deux? L'histoire nous a appris que pour un pays, une nation ou plusieurs nations, être dépendant pour sa défense de l'extérieur, quelles que soient les relations qui existent entre ces pays, c'est un danger, c'est un risque. Parce qu'il y a un moment toujours où les intérêts des uns et des autres divergent. Et à ce moment-là... Mais c'est quoi la défense européenne? Je dis serpent de mer, c'est vrai qu'on entend ça depuis des années, pour ne pas dire des dizaines d'années. Qu'est-ce qu'une Europe de la défense? Parce qu'on voit bien, vous savez, on parle de défense européenne depuis l'après-deuxième guerre mondiale, à cause de l'armée rouge qui n'avait pas été démobilisée, donc qui gardait 2 millions et quelques de soldats en Europe centrale, et contre laquelle nos pays étaient totalement désarmés. Et donc on a bien vu que si on n'unissait pas nos forces, on n'y arriverait pas. Mais il y a déjà l'OTAN. Alors, l'OTAN a été créée après, c'est-à-dire que quand on s'est rendu compte qu'en unissant les Européens qui étaient restés libres, ça ne suffisait pas, nos pays étaient en ruine après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait avoir l'appui de l'allié américain. Et en 1949, on aboutit au traité de Washington et à la création de l'OTAN. Florent Parmentier, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, est-ce qu'elle est en train de faire basculer l'Europe dans une nouvelle dimension sur le plan militaire et de la défense ? Oui, incontestablement. Ce qu'on a observé ces derniers jours, c'est que certains États qui finalement se sont éloignés de ces questions de sécurité, on peut penser, et qui étaient neutres de fait, la Suède, la Finlande, aujourd'hui réfléchissent à une adhésion pleine et entière à l'OTAN. Et de l'autre, on voit aussi, et je pense que c'est l'une des annonces majeures des derniers jours, c'est qu'autant pendant 16 ans, finalement, Angela Merkel a été capable finalement de jouer sur une forme de continuité qui était celle de la neutralité de l'Allemagne, autant Olaf Scholz a en quelques mois finalement été contraint un peu de haut mur à cause de la crise ukrainienne, enfin de la guerre en Ukraine. 100 milliards d'euros promet-il pour moderniser l'armée allemande de dépenser effectivement 100 milliards d'euros. Il faut comparer ça au budget militaire russe qui est de l'ordre de 60 milliards de mémoire. Donc on est sur des montants qui sont importants. Il faut voir sur combien d'années évidemment cet investissement de 100 milliards se fait, sur quelles armes, avec quels objectifs. Mais c'est quoi une Europe de la défense? C'est bien entendu pas une seule armée, mais c'est quoi? C'est un commandement général comme à l'OTAN, un commandement intégré comme on dit? C'est quoi au juste? Je pense qu'il faut commencer par le départ. D'abord, se mettre d'accord sur l'esprit de défense dans lequel on souhaite travailler. D'abord, penser à la doctrine. J'ai envie de dire qu'il y a toujours trois dimensions. Il y a le renseignement qui nous dit ce qu'il faut faire. Vous avez ensuite la stratégie qui nous dit comment on va faire remplir l'objectif. Puis après, vous avez la logistique, c'est-à-dire ce qui vous permet de maintenir des opérations sur le long terme. Or, précisément, effectivement, ce sont ces 3 dimensions qu'il faut alimenter et construire dans le cadre de l'Europe. On voit bien effectivement qu'il y a des défauts de capacité. Il y a eu des sous-investissements qui, au cours finalement de ce qu'on appelait les dividendes de la paix après 1991, nous ont en quelque sorte à l'exception peut-être de la France, mais en tout cas, on fait en sorte que les
les budgets de défense étaient relativement faibles, dès lors que pour les Européens, il n'y avait pas de menace sur le continent. Aujourd'hui, effectivement, cette pensée-là, en fait, est en train de changer, d'être modifiée. Général, vous vouliez réagir sur la question de pour l'instant, d'ailleurs, signalons-le, nous qui sommes à TV5 Monde, il y a déjà eu une expérience de travail en commun des armes européennes, c'est la force Takuba. Oui, mais qui n'est pas vraiment directement dans le cadre institutionnel de l'Union européenne. Ouais, c'est une initiative française qui a ensuite été Et donc, vous voulez dire sur la définition... Oui, alors sur la défense européenne, tout dépend de la volonté politique pour arriver à une unité d'action dans l'emploi de la force militaire en Europe. Voilà le problème, comme il se pose. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas cette unité, cette volonté politique. Pourquoi ? Parce que la garantie de sécurité américaine permettait de penser que les Américains allaient régler tous les problèmes de sécurité des Européens, quoi qu'il arrive. Et là, après ce qu'on a vu en Afghanistan, et ce qu'on voit un peu maintenant, parce que tout au début de la crise, le président Biden a commencé par dire non, mais on n'enverra pas de soldats. Hein, vous voyez ? Donc, les Européens... il a clairement dit je n'enverrai pas de soldats en Ukraine. Pas un seul soldat en Ukraine. Et d'ailleurs, messieurs, j'aimerais vous lire votre confrère, le général Vincent Desportes. Vous avez sans doute vu la vidéo. Slimane la connaît, bien entendu. Voici ce qu'a déclaré. Ça fait grand bruit en France, le général Vincent Desportes, chez nos confrères de France 5. L'OTAN aurait dû être dissoute à la chute de l'URSS. Les Américains ont incité les pays d'Europe à abandonner leur souveraineté pour se placer sous la protection de Washington. Slimane, je me tourne vers vous. Il a raison, oui ou non, ou est-ce que c'est plus nuancé que ça ? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre directement comme ça, mais je peux rappeler un fait que le général Perruche connaît, c'est que le mobile essentiel qui a poussé le général de Gaulle à doter la France de l'arme nucléaire, c'était non pas seulement pour dissuader l'Union soviétique d'attaquer la France, mais c'est surtout pour être indépendant de la protection américaine et du parapluie américain. Donc c'est un acte de souveraineté absolue pour sanctuariser le territoire français. Mais cela m'amène à poser la question d'une défense européenne. Si on pose le principe d'une défense européenne, ça veut dire que l'on considère que l'OTAN, dans sa configuration actuelle, n'est pas un outil totalement adapté, configuré pour défendre l'Europe. Et dans ce cas-là, que serait une défense européenne ? Est-ce que ce serait un sous-ensemble de l'OTAN qui regrouperait les pays européens membres de l'OTAN ? Si c'est les pays européens, est-ce que dans ce cas-là, le Royaume-Uni en fera partie ? Quel état-major ? Est-ce que les pays participeront au prorata de leur population en termes d'envoi de troupes et de cotisations dans le budget général, sans parler de la doctrine, de déterminer qui est l'adversaire ? Et je vois, général, que j'ai ici la liste de 7 instruments de l'Union européenne pour la défense. L'Agence européenne de défense, permettez-moi de vous les lire. Politique de sécurité et de défense commune, politique étrangère et de sécurité commune, identité européenne de sécurité et de défense, coopération structurée permanente, Fonds européen de défense, programme européen de développement dans le domaine de la défense. Qu'est-ce qu'il en sort de tous ces instruments ? Mais écoutez, la défense européenne au sens d'une défense construite à l'intérieur de l'Union européenne, hein, ça c'est important. Donc existe le Royaume-Uni. Au départ, non, puisque maintenant, oui. à la création, le Royaume-Uni était dedans. Aujourd'hui, le Royaume- Une est à l'extérieur, effectivement, mais on voit bien, et j'étais encore en visioconférence avec nos amis britanniques avant-hier, qu'il y a une volonté de contribuer à la défense de l'Europe. Ils l'ont toujours dit d'ailleurs. Et comme la défense européenne aujourd'hui n'en est pas vraiment une, si vous vous souvenez, le traité de Nice, confirmé par le traité de Lisbonne, qui porte organisation et structure de cette défense européenne, on voit qu'il s'agit simplement de gestion de crise à l'extérieur du territoire européen, avec des structures qui ne sont pas permanentes pour ne pas dupliquer celles de l'OTAN, et avec une ambition capacitaire réduite au maximum à un corps d'armée, parce qu'on avait déduit ça de la Bosnie dans les années 90, et encore, on a prévu comme instrument jusqu'à maintenant uniquement des battle groups qui font 1500 hommes. Donc vous voyez, cette défense européenne est embryonnaire à l'heure actuelle, et elle ne traite pas de défense à proprement parler. Mais selon vous, que veut faire le président Emmanuel Macron ? Vous n'y êtes sans doute pas dans ses pensées, mais il avait parlé à la fin de l'année 2019 d'une organisation en état de mort
cérébrale, l'OTAN, est-ce qu'il faut la débrancher ou pas aujourd'hui? Alors, le président Macron parlait de l'OTAN avec une mort cérébrale. Moi, je n'ai pu que constater au début de cette crise que l'OTAN était quand même très dépourvue en réaction à une menace qu'on pouvait tout de même analyser un petit peu par anticipation et sur laquelle on aurait pu faire ce qu'on appelle en langage britannique de la prudent planning. Ouais. C'est-à-dire qu'on a pu planifier quelque chose. Quelle menace? Par rapport à la Russie. Ah, vous parlez de la Russie? Oui, mais je parle de la Russie, là, puisque c'est ce qui nous occupe actuellement. Et je pense qu'effectivement, ce qui vient de se passer change complètement la donne de la défense européenne. Parce que ça va contraindre les Européens à passer de cet embryon d'outils militaires pour la gestion des crises à une véritable défense. Et on peut parallèlement à l'OTAN. Ouais. Alors, un outil parallèle à celui de l'OTAN. Personnellement, je pense que le lien transatlantique est très important et qu'il faut garder la relation. Comment articuler les deux? Pardonnez-moi à faire un petit tour parce que Florent Parmentier n'a pas beaucoup parlé. Florent Parmentier, je vous lis, vous dites attention, la défense commune commence par la perception d'une menace commune. Vous ne dites pas autre chose que le général ici présent. Vous dites que c'est une première étape, mais que l'alliance militaire en Europe va bien rester l'OTAN et non pas l'Union européenne. Pourquoi est-il important de le repréciser ? Certainement parce que dans une période de crise, on va avant tout vers ce qu'on connaît. Et à l'heure actuelle, et dans une période de crise, il faut rappeler en fait qu'il y a encore 2-3 semaines, j'interrogeais mes collègues ukrainiens. On était censés se retrouver la semaine dernière à Kiev de mardi à jeudi dernier pour faire une conférence et elle n'a été annulée finalement que quelques jours auparavant et plus pour des raisons logistiques, c'est-à-dire d'affrètement d'avions en provenance d'Allemagne que parce qu'il y avait une certitude de guerre entre de la nuit de mercredi à jeudi. Donc il faut voir un petit peu ce choc en Ukraine, ce choc en Europe en fait qu'on a pu observer. Et dans les périodes de crise, il n'est pas temps de commencer à construire quelque chose de nouveau. On commence toujours par s'appuyer sur l'existant, mais ce qu'il faut voir, c'est que l'Europe se nourrit très souvent de différentes crises. C'est ce que dit exactement le président, pardonnez-moi de vous couper, finlandais, qui dit aujourd'hui on ne va pas lancer le processus d'adhésion à l'OTAN en pleine crise. Terminé, Florent Parmentier, pardon. Non, tout ça pour dire effectivement, je pense que il y a donc cette tendance-là dans l'immédiat et dans l'urgence de se tourner vers l'OTAN. L'Europe se nourrit traditionnellement par les crises. C'est la tarte à la crème la plus connue des études européennes. La crise actuelle fera de toute façon avancer l'Europe sur un certain nombre de points. Le fait que l'Allemagne elle-même réinvestisse dans son armée signifie en fait qu'un certain nombre de choses vont bouger au sein de l'Union européenne. Nous sommes au milieu d'une secousse dont nous n'avons pas encore vu finalement toutes les répliques et qui auront un certain nombre d'impacts sur les Européens eux-mêmes. Slimane, vous avez une question courte, peut-être, au général? J'ai un mot à dire là-dessus. Allez-y. Oui, par rapport à la relation entre l'OTAN et l'Union européenne. L'articulation des deux. Oui, je pense qu'il faut garder le lien transatlantique, mais que l'OTAN, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, ne correspond plus aux réalités de ce temps. Parce que ce sont des pays isolés, si je puis dire, qui traitent en supplétif des Américains. Et c'est ce que dénonce d'ailleurs un peu le général Desportes. Ce qu'il faut, la future alliance transatlantique, c'est une alliance entre un pilier américain et un pilier européen qui ne peut être que celui développé que dans le cadre de l'Union européenne. C'est ça qui doit se passer. Merci beaucoup, Général Jean-Paul Perruche. Merci, Slimane, également. Et merci à vous, Florent Parmentier, chercheur en sciences politiques, de nous avoir aidé à mieux comprendre cette question de l'Europe de la défense.